Bonjour à tous. On a ce matin un invité au téléphone de la rubrique Instant droit de William Klika. Il s'agit de Maître Malik Falola sur la question de l'assistance juridique que nous allons découvrir. À l'aune de la mesure avec les autres ici, les autres choisissent l'exemple de modèle français, notamment l'assistance juridictionnelle. L'avocat et par ailleurs docteur en droit viendra nous proposer quelques éléments d'appréciation autour de la thématique ainsi définie ce matin. Et comme nous sommes jeudi, je profite en même temps pour vous rappeler la rubrique de Florence Bossam. Il s'agit du récapitulatif de l'actualité telle qu'elle a été abordée par les médias traditionnels, mais beaucoup plus par les médias sociaux. La vie et le débat dans les médias sociaux notamment, ces 7 derniers jours, qu'en disent les internautes, on va un peu faire l'exploration. Nos débats porteront dans 1 heure de temps environ sur le contenu du discours de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. C'était jeudi dernier à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, la session dite budgétaire, discours fortement critiqué du côté de l'opposition. On fera donc le point dans un instant. Bienvenue à tous. Et nous voici pour la une des journaux ce matin. On va commencer par Fraternité, projet Arche. Bienvenue au point clé du hautement social, la gestion opérationnelle de l'assistance de l'assurance maladie d'ici 6 mois. Entretien avec Reine Yomakou, coordonnateur, René Yomakou, coordonnateur national des ACDPE de promotion 2014 et 2016. Nous réclamons la reconnaissance des 4 premières années passées sous CDD et puis accidents vasculaires cérébraux. La constipation est un facteur sous-estimé. Premier tour des éliminatoires CHAN 2024. Opération rattrapage des guépards locaux face au Togo. Et puis vous avez l'avis de recrutement d'un chef de service au profit de l'ADET dans les colonnes de Fraternité. Le matinal, réforme inopérante, dysfonctionnement et dialogue de sourds avec la tutelle. La SRTB au creux de la vague, les travailleurs exaspérés. Urgence de ressusciter le ministère de la Communication. On va passer maintenant à le potentiel. Quelques soucis techniques sont en train de faire les démarches pour que vous ayez en tout cas l'image de la une des journaux chez vous. Je vous proposais donc de découvrir la une de Le Potentiel ce matin. Lutte contre la cybercriminalité dans le département du Koufo. 6 Gaimen dans les filets de la police à Dogbo. Voici Gaskiani Info. Inexistence d'infrastructures couvertes pour les sports de mai. Eh bien, l'échec de la rupture. Décryptage info, session des actions de la LNB, l'OPV clôturé avec 43,200 milliards de francs CFA. L'affiche du jour. Je vous propose le compte rendu du Conseil des ministres vers le démarrage de la construction de Seme City à Ouida. Voilà, donc les images sont chez vous désormais. Bénin intelligent, Pen Jintao, ambassadeur chinois en fin de mission. Je suis un témoin du développement du Bénin, a confié l'homme qui a séjourné au Bénin et qui a représenté la Chine à Cotonou. Palmarès, qualité des soins au Bénin, les nouveaux défis de la gouvernance sanitaire. Voici le chasseur info chez vous, 6e prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route. 27 millions de francs CFA à 54 meilleurs étudiants des universités publiques du Bénin. L'événement du jour, lutte contre les principales maladies animales au Bénin. Le gouvernement opte pour la disponibilité permanente des vaccins vétérinaires. Le challenge pour continuer, présidentiel 2026, déjà le ménage au sein des partis de la mouvance. Tous les détails comptent pour le choix du candidat unique. A confié donc le quotidien. Révocation de Christelle Rondonungbo de la direction de l'administration de l'UP, le renouveau. Informateur se pose une question ce matin. Le mémorandum, est-ce que c'est la seule? C'est la seule faute. Le matin, enseignement secondaire, 3,5 milliards de francs CFA par an pour assurer le maintien des filles jusqu'au second cycle. Matin libre, téléphonie mobile au Bénin. Tout savoir sur le basculement à 10 chiffres dans les colonnes du quotidien.
La boussole, invective via les réseaux sociaux de Parfaite, dite Dagbo, contre Talent. Dieu de Guanamé, la non justiciable. Le Béninois a libéré économie. Le FMI envisage une croissance économique de 6,5% pour le Bénin au titre de l'année 2025. Voici Dynamisme Info, fin de mandat sous Talent. Le spectre du cafouillage dans le rang des acteurs au pouvoir. On va revenir à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Projet Arche, bienvenue au point clé du hautement social. La gestion opérationnelle de l'assurance maladie d'ici 6 mois. Et puis entretien avec René Yomako, coordonnateur national des ACDPE des promotions 2014 et 2016. Nous réclamons la reconnaissance des 4 premières années passées sous CDD, accidents vasculaires cérébraux, la constipation, un facteur sous-estimé. Et puis premier tour des éliminatoires du CHAN 2024, opération rattrapage pour les guépards locaux face au Togo. Les guépards qui avaient été battus 2-0 par les Béninois, qui avaient été battus par les Togolais 2-0. C'était donc à Lomé vendredi dernier. Avis de recrutement d'un chef de service au profit de l'ADET. Les détails dans les colonnes de Fraternité ce matin. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux parvenus à notre siège ce matin. Vous avez quelques éléments d'information dans les colonnes de Fraternité à la page 2, le compte rendu du Conseil des ministres. En intégralité, vous avez les décisions prises donc par le gouvernement de Patrice Talon, c'était hier. Le focus qui a intéressé surtout à Fraternité ce matin, c'est la décision de construction de Semen City dans la commune de Ouida. Ce sera bientôt une réalité, en tout cas espère le quotidien qui reste donc très optimiste. Alors, quelles sont les autres décisions prises hier donc par l'équipe à Patrice Talon, acheté Fraternité, découvrir à la page 2 donc les décisions et les précisions. Bénin, le prix du carité triple après les interdictions d'exportation du Mali et du Burkina Faso. Voilà qui pourrait intéresser, mettons, les acteurs de la filière au Bénin. Quel est le secret pour qu'une interdiction d'exportation de produits locaux, notamment tropicaux, puissent influencer directement et à la hausse son prix de vente? Le journal vous propose quelques détails. Vous avez le billet de Anissé Carlos Oké. On ne va pas se mentir, la démocratie américaine a été très éprouvée, nous dit donc l'homme. En Afrique subsaharienne, le pouvoir d'achat moyen évalué à $15 US par jour et par habitant en 2025. On a fait un léger progrès. En tout cas, détail dans l'article proposé par Fraternité, en sa page 6 ce matin. À la 9, vous avez l'actualité en intégralité sur le continent avec notamment le séjour d'Emmanuel Macron, le président français, au Maroc. Ils ont annoncé, les deux leaders, bâtir désormais un partenariat très renforcé. Si vous voulez avoir une idée de ce partenariat renforcé, achetez Fraternité et allez à la page 9. À la page 9 aussi, vous avez qu'en Guinée, le militaire Doumbouya qui a pris le pouvoir désormais à Conakry, s'est engagé sur un chantier politique, notamment le nettoyage du paysage partisan guinéen avec la moitié des partis politiques dissous ou suspendus par son gouvernement. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ces partis ont été suspendus? Acheter Fraternité, Élysée. Avec ce détail que je peux vous souffler déjà, que justement avant cette décision et cette entreprise de Mamadi Doumbouya, la Guinée comptait environ 300 partis politiques. Allez, voici maintenant l'instant de suivre le bulletin de l'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. On aura avec vous les images des lauréats de la 6e édition du prix d'excellence, la ceinture et la route de la soie gratifiée. 54 au total, ils viennent des universités publiques du Bénin. À ce geste, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et le ministère en charge de l'enseignement supérieur entendent prôner l'excellence en milieu universitaire. On fera également un tour dans le jardin de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin où se dégustent les mets locaux du Bénin, organisé dans le cadre du mois du consommation local. Vous vous rappelez, le mois d'octobre y est consacré. Cette séance à laquelle est exposée une variété de produits locaux permet de découvrir et de valoriser les produits made in Bénin. J'imagine que cela vous donne de l'eau à la bouche ce matin déjà. Voici le bulletin.
Commençons par vous parler d'une grosse somme ce matin pour ouvrir le bulletin d'information. 27 millions de francs CFA, c'est le montant global des prix d'excellence, la ceinture et la route de la soie, octroyés mardi dernier par l'ambassade de la Chine près le Bénin avec l'appui du ministère en charge de l'enseignement supérieur, Ingrid. En effet, Tanguy, une cinquantaine d'étudiants ont reçu des chèques allant de 400 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. La cérémonie s'est tenue au Centre culturel chinois de Cotonou. Son objectif, prôner l'excellence en milieu scolaire. Esther Tofa et Moufid Saboura pour le compte rendu. 54 lauréats venus des différentes universités publiques du Bénin ont reçu cette année le prix de l'excellence, la ceinture et la route de la soie. Initiative de l'ambassade de la Chine près le Bénin, cette bourse a pour but de permettre aux étudiants qui se sont distingués à travers leur excellence de poursuivre leur cursus. 2 grandes catégories ont été récompensées pour la 6e édition de cet événement. Il s'agit donc des prix ordinaires qui récompensent les 3 meilleurs étudiants des filières dites prioritaires à l'économie nationale. Et la deuxième grande catégorie regroupe les prix spéciaux suivants. Prix de la meilleure lauréate de l'université. Prix du meilleur lauréat ou de la meilleure lauréate vivant avec un besoin spécifique. Prix spécial innovation, donc meilleure innovation technologique. Prix meilleur étudiant bourse master, pour ne citer que cela. Mais depuis l'année passée, nous avions ajouté à ces prix spéciaux un prix spécial dénommé prix spécial de la ministre, qui récompense donc la meilleure fille dans une filière scientifique qui a fait montre d'une prouesse exceptionnelle. La ministre de l'Enseignement supérieur et les recteurs des universités présents ont félicité les lauréats et remercié l'ambassadeur de la Chine pour ses prix. En bonne mère, la ministre Ladécan a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Je voudrais compter sur vous. Sachez que ces fonds qui sont mis à notre disposition et qui vont être renforcés, si je comprends bien l'engagement de son Excellence et de toute l'équipe ici, sachez que ça vient de quelque part et sachez que nous avons la responsabilité de démontrer que ces partenaires ne se sont pas trompés en mettant en place cette initiative. Je compte sur vous. L'esprit de cette route de la soie, c'est de partage, c'est de connexion. Donc, le partage des visions, des stratégies, la connexion infrastructurelle pour faciliter les échanges personnels, les échanges financiers, les échanges des intellectuels. Ça, c'est l'idée de l'initiative La ceinture à la route. Les étudiants bénéficiaires des différents prix n'ont pas manqué de gratitude envers les donateurs. La cérémonie de remise des prix était également l'occasion pour la ministre et la communauté universitaire de dire au revoir à Peng Jingtao en fin de mission au Bénin. Mais mon cœur reste toujours ici avec les amis béninois. Et l'ambassadeur de la Chine près le Bénin a saisi l'occasion de la remise des prix d'excellence, la ceinture et la route de la soie pour se prononcer sur la gouvernance du président Patrice Talon et les changements opérés par son gouvernement. On l'écoute. Je me rappelle que lors de la visite officielle du président Talon en 2018, lors de sa première rencontre avec le président Xi, il a présenté son ambition, son programme de la construction du changement du pays du Bénin. Un pays africain, petit pays, pauvre, sans ressources naturelles. Comment faire développer, faire changer ce pays? Son programme, c'est la gouvernance. Une bonne gouvernance à travers l'exploration des ressources humaines, c'est-à-dire de l'intelligence béninoise, une intelligence culturelle, civilisationnelle, de tradition, renommée dans la sous-région. 6 ans sont passés. Depuis 2016, ça fait déjà 8 ans et demi.
le Bénin a beaucoup changé. Je suis un témoin de ce changement. Le boulevard de Marina, une fois arrivé ici, on ne se croit pas ici qu'on est en Afrique. La place Amazon est, si je ne me trompe pas, est la plus grande place publique populaire de l'Afrique. Ce que j'aime le plus, c'est que dans la nuit, les jeunes couples, les enfants, les familles qui sont dans la place. Ça démontre le bonheur du Bénin. Les résultats obtenus sont faits à travers une bonne gouvernance, une gouvernance d'excellence. La route est la première voie pour sortir de la pauvreté. La route, ce n'est pas seulement une route de transport, mais une route de connecter avec l'extérieur. Une route de facilité, de connaître l'extérieur, de facilité pour le commerce, et aussi une route pour changer l'esprit. Il y a encore une autre question. Serrer la ceinture jusqu'à quand? Alors, l'expérience chinoise a démontré que nous avons serré la ceinture pendant au moins 20 ans pour connaître un peu le rendement, les bénéfices de réforme et du développement. À suivre maintenant les explications du premier responsable de la zone sanitaire Malanville, Karimama, au sujet des cas suspects de choléra. Ceci suite au décès de 4 personnes au quartier Galiel de la commune de Malanville. Le médecin coordonnateur de cette zone sanitaire rassure les populations. Les analyses faites au laboratoire national à Cotonou ne révèlent aucun cas de choléra. On l'écoute pour plus de précision. Tout d'abord, c'est de vous rassurer, ce n'est pas des cas de choléra. Il faut dire que la zone sanitaire Malanville-Karimama, c'est une zone sanitaire qui est entourée pratiquement par des fleuves. Il y a le fleuve Niger, il y a ses affluents, notamment le fleuve Sota et le fleuve Alibori. Donc nous sommes, la zone est soumise à des épisodes d'inondation répétés de façon cyclique chaque année. Donc, quand nous sommes en période de pluie, nous nous attendons à ces inondations-là, dû au débordement du fleuve Niger et de ses affluents. Donc, ce débordement, et les riverains qui sont à côté de ces fleuves-là vivent quand même le périple de l'eau, de ces débordements-là. Donc, il faut dire que pendant ces périodes-là, il y a ces maladies hydriques qui surviennent dans la population. Et c'est le cas cette année de la situation que vous aurez constatée au niveau de la population de Galiel. Donc, c'est des maladies diarrhéiques qui surviennent suite à les inondations. Alors, déjà, quand nous avons eu l'alerte, parce que nous avons les relais communautaires aujourd'hui, et c'est grâce à la politique nationale de la santé communautaire mise en place par le gouvernement de Patrice Talon. Donc, on a ces relais pratiquement dans tous les villages, et qui font la surveillance, qui font la prévention, les sensibilisations de prévention et de promotion dans les ménages. Donc, vous voyez, donc ces relais nous ont notifié la situation de cas de diarrhée et vomissement dans le village de Galiel. Donc, rapidement, nous avons une équipe d'intervention rapide. Ça, c'est une équipe qui est mise en place, constituée multidisciplinaire, constituée des agents d'hygiène, de tous les cliniciens, de tout ce qui est laborantin et tout. Donc, nous descendons rapidement sur le terrain pour voir la situation. Et arrivé là-bas, suite à ces cas, nous avons fait des prélèvements. Donc, ces prélèvements ont été envoyés au niveau national et où la technique a été faite. Et puis, c'était
autre germe que le choléra. Donc il y avait plus de peur que de mal. Donc il y a plusieurs germes en réalité qui donnent des signes de diarrhée et de vomissement dans la communauté. Mais le germe redoutable, c'est le choléra. C'est ce qui fait peur à la population. Et dès qu'il y a des cas de diarrhée et vomissement, en même temps, la population, à cette hantise-là, ils pensent déjà au choléra. Et là, c'est déjà les caractéristiques des selles. Donc vous voyez, le choléra, c'est des selles avec des caractères eau de riz qui viennent de façon profuse, sans arrêt. Donc avec une déshydratation qui survient de façon brutale. Donc vous voyez, ici, ce n'est pas le cas. Déjà, les caractères des selles nous ont orienté un peu. Et quand l'analyse a été faite au niveau national, la hantise même, c'est d'isoler vraiment le germe, voir d'abord que ce n'est pas le germe du choléra. Donc, ce qui a été fait. Donc, la recherche de ce germe-là au niveau du laboratoire national est négatif. Donc, il y a d'autres germes maintenant. Ils peuvent avoir de l'Escherichia coli, ils peuvent avoir, en tout cas, il y a plusieurs germes. Il peut y avoir des virus également, donc, dont même nous faisons la vaccination aux enfants. Donc, c'est plus des diarrhées virales. Donc, ou déjà avec un traitement symptomatique, c'est-à-dire réhydrater les gens avec des sels de réhydratation orale, la situation rentre dans l'ordre. On prend maintenant la direction de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin où se dégustent les mets locaux. Cette initiative de la CCIB vise à valoriser les produits made in Bénin. La rencontre est organisée dans le cadre de l'édition 2024 du mois du consommant local. Reportage. Déguster, mais aussi découvrir. C'est l'exercice auquel sont conviés ces hommes et femmes. Et pour leur satisfaction, plusieurs stands d'exposition sont apprêtés ici. Mieux, les exposants présentent volontiers leurs produits. Nous faisons des vanzous en conserve, du purée de piment, mais surtout le bataki de chez nous, qui est en conserve. Vous avez des biscuits faits à base d'orange locale. Vous aurez des vins à base d'ananas qui existent en 3 variétés. Il y a le sec, le demi-sec et le moelleux. Il y a aussi le vin de café et produit à partir du café. Nous transformons le sodabi, nous l'arrangeons avec les fruits et épices. Ici, vous avez l'aphrodisiaque, gingembre, piment, le gingembre simple, l'ananas simple, le mix ananas gingembre, celui à la mangue, cannelle et des éditions limitées, souché, azomébé, date citron. Nous avons ici, par exemple, nous utilisons la feuille de manioc que nous transformons en farine mélangée avec d'autres céréales pour empêcher les enfants d'être anémiés. C'est plein de calcium et ça évite directement l'anémie aux enfants. Nous avons des farines pour adultes. Ça, le délice de Souché, une farine très très appréciée par les adultes pour son goût, pour sa texture et tout. Le Souché qui est plein de fibres. Et tout ce qui est fibre est bénéfique pour l'organisme. Donc vous prenez une tasse de cette bouillie le matin et vous êtes sûr déjà d'avoir apporté à votre organisme l'essentiel dont il a besoin pour bien fonctionner. Les visiteurs se sont laissés séduire par les saveurs authentiques des produits locaux. Après dégustation, la satisfaction se lit sur les visages. Illustrant l'engagement des Béninois à promouvoir le Made in Bénin, cette initiative rappelle l'importance de consommer local pour soutenir les producteurs, mais aussi contribuer au développement économique du pays. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette session d'information. Restez avec nous, l'information continue sur tout matin. Absolument, mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez fait votre choix de plat déjà, Ingrid? Oui. Les plats qui sont passés sont assez intéressants. Hein? C'est très intéressant. Bien garni. Allez, bonne journée, Ingrid. Mesdames et messieurs, notre rendez-vous, merci. Notre rendez-vous de la sur 43 Bénin à 11h et à 16h pour les éditions intermédiaires. À 13h, 19h30 et 22h30 pour les grandes éditions. Voici le bulletin de l'information sportive. Candide, bonjour.
Oui, bonjour. Dans la 3e édition du tournoi national des centres de formation sportive après son envol, c'était donc hier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou à Cotonou. Oui, il s'agit d'un tournoi d'évaluation des centres de formation sportive qu'organise chaque année le ministère des Sports et qui, cette année, est à sa 3e édition. L'objectif de cette compétition de jeunes talents est bien sûr d'évaluer et promouvoir le football au niveau des jeunes talents. Ceci pour dire que l'ambition de développer le football à la base tient sa route. Par ailleurs, ce tournoi vient encourager la pratique sportive, particulièrement du football chez les jeunes. Il favorise aussi le renforcement des capacités des centres de formation à l'issue. Rappelons qu'à l'issue de la phase des zones de cette compétition, la phase finale de ce tournoi se tient depuis hier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Elle réunit les 10 centres de formation qui se sont qualifiés à l'issue de la phase zonale, dont 7 centres U13 masculins et 3 centres de formation U15 féminin. La première journée de la compétition s'est déroulée hier et on note fortune diverse pour les différents participants au cours de cette première journée de compétition chez les U13 masculins. On note une victoire 3-0 de Soester devant Esda, 7-1 pour la victoire de Kalala devant l'équipe, sinon devant le centre de Barka. Vilagbe s'est incliné devant AS Lagad sur un score sans appel de 0 but contre 8. 3-0 pour la deuxième victoire de la journée de Soester devant l'équipe de Sefafa. AS Lagad s'est aussi offert une deuxième victoire devant l'équipe de Kalala, 4-2. Esda est venu à bout de Vilagbe par un score de 3-1 et puis 2-1 pour la victoire de Barka devant le centre de Sefafa. Chez les U15 féminins maintenant, l'équipe de Roli s'est inclinée devant USZ sur un score de 0 but contre 5. Abisport est venu à bout de Roli sur un score de 3-2 pour sa première sortie de la journée. Pour ce qui est de sa seconde sortie de cette première journée de compétition, Abisport s'est incliné devant l'équipe de USZ sur un score de 0 but contre 5. La deuxième journée de compétition s'ouvre ce jeudi avec à la clé plusieurs affiches à suivre. Chez les U15 féminins, on aura droit à 3 différentes rencontres. Oli FC sera face à l'équipe de Abisport à partir de 8h. 0-0 à 10h00, USZ affronte Oli, centre de formation bien entendu, à partir de 10h. Puis à 16h00, on aura droit à une affiche entre USZ et Abisport. Chez les U13 masculins, Vilagbe sera face à Soester à partir de 8h00. Esda affronte AS Lagad à 9h. 0-0. Kalala sera face à Sefafa à 9h00 aussi. Et puis Barka va en découdre avec Soester à 10h. Puis à 15h, Kalala sera l'adversaire de Esda. Sefafa va affronter Vilagbe. Puis AS Lagad va disputer les unités avec le centre de Barka, bien entendu, à 16h00. Toujours sur les installations du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. L'entrée est bien entendu libre et gratuite. Tanguy. Allez, on va parler d'autres actualités. Des moins jeunes, on se tourne maintenant vers les professionnels. La Ligue professionnelle de football du Bénin aborde dès samedi, après-demain donc, sa 6e journée. Oui, une 6e journée au cours de laquelle on aura 16 affiches sur les 18 habituels. Ceci compte tenu du report de 2 matchs, bien entendu, un par poule. Dans la poule A, au cours de cette 6e journée qui s'annonce déjà après-demain, on aura droit à 4 différentes affiches pour le compte de la journée du samedi. Abeille sera face à Dynamo FC d'Abomey sur les installations du stade de Tiao. Dynamique FC reçoit dans son entre le promu Boa à Djougou. Real Sport va en découdre avec Buffle à Wessé. Et puis Audio de Commun sera bien entendu l'hôte de Pontet FC. Dimanche, on aura 4 autres différentes affiches toujours dans cette poule A. Beke FC sera face à l'AS Tiakouna à Djougou. L'US Cavalier reçoit dans son entre l'AS Tonnet. Dynamo de Parakou va en découdre avec Dadie FC. Et puis Espoir FC de Savalou va disputer les 3 points avec Damis FC. Ça sera bien entendu
à Savalou. Dans la poule B, cette fois-ci, samedi, on aura droit à 4 affiches. Asvo va en découdre avec Requin FC à Dion. AS Police reçoit au stade René Pleven d'Akwakwa. Avant Kouamnis pour la jeunesse athlétique de Kétou va en découdre avec l'AS Cotonou. L'USS Kraké sera face à la jeunesse sportive de Pobé. Dimanche, 4 autres affiches à suivre. Aziza affronte Ayema FC. Aziza sera face à Sitatunga FC. Dragon va en découdre avec Étoile Filante. Et puis l'AS Soubemap sera l'adversaire de la jeunesse sportive de Ouida. Rappelons que toutes ces affiches sont à suivre à partir de 16h00 sur les différentes installations. Avant cette 6e journée de la Ligue Pro du Bénin saison 2024-2025, le top 9 du classement provisoire dans les différentes poules se présente bien entendu comme suit. Dans la poule A, d'ailleurs, c'est leader avec 10 points au compteur, même nombre de points au compteur pour Bani Gansé. Dynamo FC d'Abomey vient en 3e position avec 9 points. Même nombre de points pour Espoir FC qui est positionné 4e. Audio de Commun est 5e avec 8 points au classement. 6e pour l'US Cavalier qui compte aussi 8 points au compteur. Panthère FC de Djougou est 7e avec 7 points. 7 points également pour BK FC qui vient en 8e position. Et puis 6 points pour l'Estonais qui est 9e de ce top 9, bien entendu, du classement provisoire avant la 6e journée dans cette poule A. Dans la poule B, maintenant, l'AS Soubemap domine les débats avec 13 points au compteur après 5 journées. Au cours de cette Ligue Pro, Dragon FC est bien entendu 2e avec 11 points au compteur. L'USS Kraké est 3e avec 10 points au compteur. 9 points au compteur pour la jeunesse sportive de Pobé qui vient en 4e position. En 5e position, on a l'AS Police qui compte 8 points au compteur, 7 points au compteur pour l'AS Cotonou, AMFC, avant Communisport et la jeunesse sportive de Ouida qui viennent respectivement en 6e, 7e, 8e et 9e position de ce classement dans cette poule B. On va parler de tournoi de la zone B maintenant. Ouais. Candide, les qualificatifs de la prochaine CAN des U20 dans cette zone ont livré leur verdict hier. Le Nigeria s'offre le trophée du tournoi à Lomé. Oui, les Super Eagles U20 du Nigeria récidivent comme à Niamey. En 2022, ils s'offrent le trophée de cette édition du tournoi UFOA-B qui est bien entendu qualificatif à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et c'est ce mercredi qu'a été disputée la finale qui a vu les Nigérians régner à nouveau sur la compétition. Ils se sont imposés à leurs homologues du Ghana au bout d'un score de 2-1 pour enchaîner avec un deuxième sacre consécutif. Pourtant, le Nigeria avait bien débuté sa compétition du mauvais pied avec une défaite étriquée, 1-0 devant l'équipe du Burkina Faso à son entrée en compétition. Mais comme on le dit si bien, c'est la fin qui justifie les moyens et les Nigérians l'ont prouvé en remportant bien entendu ce trophée. Bien avant cette finale, la rencontre de la petite finale, sinon du match de la 3e place, a vu la Côte d'Ivoire triompher devant le Niger par le même score, bien entendu 2-1 à l'arrivée pour les Ivoiriens qui s'offrent la 3e place de la compétition. À noter que seuls les 2 finalistes du tournoi, notamment le Nigeria et le Ghana, vont représenter la zone UFOA-B à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. De la CAN U20, parlons maintenant du CHAN où les qualificatifs sont ouverts dans les différentes zones du continent. Dans le cadre du premier tour, les Guépards locaux reçoivent samedi prochain, bien entendu, leurs homologues du Togo au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, battu 2-0 à l'aller à Lomé, Moussa Latoundi et ses hommes n'ont plus droit à l'erreur. Ils sont contraints à une victoire avec une différence de 3 buts pour espérer poursuivre la campagne afin d'aller chercher leur toute première qualification à une phase finale du CHAN, bien entendu, le championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs qui évoluent dans leur championnat respectif. Le match est prévu pour le samedi prochain. On va souhaiter bonne chance aux nôtres, tout en espérant qu'ils se rachètent de leur défaite du vendredi dernier, bien entendu 2-0 à Lomé, face aux éperviers locaux du Togo. Toujours football, mais cette fois-ci en République dominicaine,
où se tient l'édition 2024 de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Les demi-finales ont été abordées depuis cette nuit. Les États-Unis d'Amérique sortent de la compétition avec une défaite 0 but contre 1 devant la Corée du Nord. La Corée du Nord qui est ainsi qualifiée pour la finale de cette édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans. La deuxième demi-finale va se jouer cette nuit au petit matin du vendredi, bien entendu, 1er novembre, où l'Espagne sera face à l'équipe de l'Angleterre. L'Espagne, tenant du titre, bien entendu, sera face à l'équipe des Freelances de l'Angleterre. Ça sera parti de 0-0 Tanguy. Bien noté. On va parler des gymnasiades à présent. Le Bénin qui échoue au port des 4 finales dans la discipline de la balle au panier 3 contre 3 aux Jeux olympiques scolaires des moins de 18 ans. Faut-il le rappeler, ça se déroule à Bahreïn. Oui, ça se déroule à Bahreïn. Cette compétition réservée aux élèves de moins de 18 ans qu'on qualifie bien entendu de Jeux olympiques scolaires. Pour ce qui est de la discipline du basketball 3 contre 3, vous l'avez tantôt rappelé, le Bénin échoue aux portes des quarts de finale. En 16e de finale, bien entendu, les filles basketteuses béninoises se sont inclinées avec seulement un petit point de différence devant l'équipe de l'Estonie, 10-11 à l'arrivée. Pour ce qui est des jeunes garçons, le Bénin s'incline avec une différence de 4 points devant l'équipe de Macédoine du Nord, 11-15 à l'arrivée. Pour ce qui est de la discipline du beach volley, l'une des 4 disciplines dans lesquelles le Bénin s'est engagé pour cette 20e édition des gymnasiades, bien entendu, des Jeux olympiques scolaires des moins de 18 ans. Le Bénin qui termine sa compétition avec pas mal de victoires après, bien entendu, avoir été déçu pour leur entrée en compétition. Chez les filles, le Bénin s'impose par un score de 2-1, sinon pas un score de 2-7-1 devant la Slovénie. Le Bénin s'est offert, bien entendu, une deuxième victoire au cours des matchs de classement devant l'équipe de Macédoine du Nord, par un score de 2-7-0, toujours chez les filles, bien entendu. Chez les garçons, maintenant, le Bénin s'est offert 2-7-0, bien entendu, pour ces 3 différents matchs disputés, comptant pour les matchs de classement de cette édition. Sinon, dans cette discipline du beach volley, 2-7-0 devant l'équipe de l'Arabie Saoudite, devant l'équipe de la Slovénie et devant l'équipe de la Bosnie, RSRP SK, bien entendu, de 7-0. Pour ce qui est, bien entendu, de l'athlétisme, le Bénin qui n'a pas non plus fait, bien entendu, pied de figure dans la discipline de l'athlétisme. Godness Aïe qui a vaillamment défendu les couleurs nationales à cette compétition. L'athlète, bien entendu, a signé une performance remarquable en demi-finale du 200 mètres avec un chrono de 25 secondes 53 en se hissant à la 18e place sur un total de 48 participantes dans sa catégorie. Au classement général, et bien entendu un classement général qui est encourageant pour l'athlète et pour le Bénin, sachant qu'elle a atteint 2 demi-finales dans cette discipline aux exigences que le sprint où la concurrence est particulièrement dense, bien entendu. On va dire que cette compétition était un tremplin pour les différents athlètes béninois. Le Bénin, faut-il le rappeler, était engagé dans 4 différentes disciplines à cette 20e édition des Jeux olympiques scolaires, à savoir le handball, le beach volley, le basketball 3 contre 3 et puis la discipline de l'athlétisme. Tanguy, les 48 athlètes qui ont défendu les couleurs du Bénin à ces Jeux olympiques scolaires qui reviennent au pays avec de l'expérience, on peut le dire ainsi. Ils ne reviennent pas forcément avec des médailles, mais avec de l'expérience. C'est ça qui m'arrache un sourire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se décider à avoir suffisamment d'expérience pour amener maintenant des trophées et des médailles. Quand on regarde déjà la compétition qui est à sa 20e édition et le Bénin qui signe sa toute première participation, on peut déjà quand même saluer déjà cette performance des athlètes béninois. Absolument. Où le gouvernement jette beaucoup de moyens pour quand même le développement du sport béninois, notamment le sport à la base. De toute façon, on va croiser nos doigts, espérer que dans les toutes prochaines années, on aura pas mal de performances. Mais on a quand même noté ces
belle prouesse dans la discipline du basketball 3 contre 3 où le Bénin a enregistré 5 victoires sur 7 matchs disputés chez les dames, bien entendu, au basketball 3 contre 3 et puis 4 victoires en 7 sorties chez les hommes, bien entendu, chez les garçons au basketball 3 contre 3. Le basketball 3 contre 3 est la discipline qui a la mieux souri au Bénin, bien entendu, sur les 4 différentes disciplines dans lesquelles le Bénin était présent. On va finir par le handball, Tanguy. La phase zona du championnat amateur se poursuit dans les différentes zones. Dans la zone B, cette fois-ci, c'est la première journée qui a meublé le haut du tableau. Aigle, bien entendu, s'est imposé. S'est incliné devant Flambeau SC par un score de 31 à 32, 44-38 pour la victoire des Aigles pour leur deuxième sortie devant Ouragan. Et puis Ouragan, qui a été battu par Aigle, s'est incliné, bien entendu, une deuxième défaite devant l'équipe de Flambeau SC 27 à 51. Voilà, ça sera tout pour le tour d'horizon de ce matin. Merci beaucoup à vous pour ces informations du domaine sportif. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Très bon repos demain, puisque demain c'est férié. Profitez de votre temps. Très bon week-end aussi par anticipation. On va se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, en effet. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici notre invité ce matin. Et nous voici de retour en plateau pour recevoir notre invité ce matin. Pour ce numéro de votre matinale, j'ai appelé l'artiste slammer Frobi Hamel, écrivain, musicien par ailleurs. Monsieur Frobi Hamel, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes lauréat du prix Mila 2024 des arts. Mila, c'est le meeting international des livres et des arts associés en Côte d'Ivoire. Félicitations, vous revenez les bras bien chargés. Si on peut le dire, oui. Merci beaucoup d'avoir dit représenté le Bénin à ce rendez-vous. Le prix Mila, c'est nouveau ça. C'est quoi le projet? C'est un projet exclusivement destiné aux écrivains du monde entier, bien évidemment, et aux artistes slameurs, poètes. Et donc, c'est l'art en général qui est primé. Alors, vous êtes lauréat dans la catégorie Mila des arts en Afrique. Qu'est-ce que cela représente? C'est un grand soulagement, c'est un honneur pour moi parce que disons que sur plusieurs pays qui étaient présents, j'insiste, du monde entier, j'ai été primé devant de grosses têtes aussi. Donc pour moi c'est un honneur, c'est juste une joie qui m'anime, une joie dont je ne peux pas dont je ne peux qualifier. Alors ça bouge beaucoup, hein, c'est le moins qu'on puisse dire dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. On connaissait le pays du footboyer pour le Massa. Cette fois-ci, c'est le livre qui est mis à l'honneur et la littérature notamment. Comment trouvez-vous ce qui se fait sur place là-bas? Est-ce que vous aviez, au-delà de la rencontre Mila, jeté un coup d'œil sur ce qui se produit et ce qui se fait sur place là-bas à Abidjan? Oui, je peux dire que les choses, surtout côté artistique, ça évolue très bien. C'est un pays, franchement, ils sont très ouverts d'esprit. Ils acceptent les critiques. Ils ne sont pas dans le... Quand quelque chose ne les plaît pas, c'est que ça ne les plaît pas et puis on passe à autre chose. Mais ma participation là-bas, pour moi, était une autre expérience qui me donne encore la force de pousser encore loin ce que je fais déjà un peu partout dans la sous-région. Donc, c'est un processus qui a été... Ils m'ont suivi depuis le début parce que c'est sur sélection qu'on part. D'accord. Et voilà. L'art et le milieu artistique, musical, tout évolue très bien là-bas. Il n'y a pas à dire. Je vous vois très admiratif en tout cas ce que ça passe en Côte d'Ivoire. Le jury a salué votre engagement et vos apports dans le domaine du slam. Oui. Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce que le jury a trouvé de si particulier chez vous?
je ne peux pas répondre avec exactitude à cette question, mais je peux dire que c'est l'effort de plusieurs années de combat, si je me permets le terme, d'engagement pour le rayonnement de l'Afrique surtout, parce que c'est l'Afrique que je mets au cœur de tous mes textes. C'est l'Afrique que j'essaie de valoriser, mais tout en critiquant un tant soit peu les pouvoirs politiques publics qui, par moments, oublient leur serment, leur droit et tout. Et comment va le slam aujourd'hui au Bénin, en Afrique? Le slam en Afrique va très très bien. Ah oui? D'ailleurs, la championne du monde de slam est ivoirienne, et que je salue au passage, parce qu'elle était là il y a 3 mois de ça. Elle était au Bénin. Et donc, c'est au Bénin, par contre, ça va aussi, ça va. On ne dira pas le contraire, ça va. Juste que il y a encore assez de détails à prendre en compte. C'est un art qui avait connu quand même un peu plus de gloire par le passé. On a vu les jeunes se mobiliser, etc. On a l'impression que aujourd'hui l'engouement baisse et que les gens ne sont plus très inspirés, en tout cas par ce art-là. Vous avez fait le même constat aussi? Ça n'emballe plus tellement les jeunes aujourd'hui. Je pense que je vais plutôt me taire sur cette question. Pourquoi? Mais juste dire que c'est bien dommage, pendant que les autres nations ont compris qu'il faille mettre encore du sien. Aujourd'hui, encore au Bénin, c'est plutôt une guerre entre les têtes, les personnes, et franchement, c'est quelque chose qui est... La guerre des clans. La guerre des clans, merci, c'est exactement ça. Et moi, peu importe, je pense que je fais juste ce que j'ai à faire ici. Sinon, je pense qu'ailleurs, les gens reconnaissent ce que vous faites, et ils n'hésitent pas à apporter leur soutien, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ou encore au Togo, tout près ici. Il y a vraiment les choses qui bougent, mais au Bénin, c'est vraiment un problème de personnes, surtout. Et c'est bien déplorable, c'est bien dommage. Alors, votre test cette année a parlé de la protection de l'environnement. C'est bien rare quand on parle de test de slam, parce que généralement, les thématiques qui reviennent, notamment avec les slameurs, sont beaucoup plus d'inspiration politique, d'engagement social un peu, mais surtout s'intéresse à la femme et à l'amour. D'ailleurs, vous êtes un poète de l'amour. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous intéresser aux arbres et aux espaces verts? Il faut dire que c'est un appel qui a été lancé pour le MILA 2024, et le thème de l'année, c'était sur sur le changement climatique, livre et art associé au changement climatique. Et donc, je n'ai pas hésité à pondre quelques mots sur feuille, et ça a donné ce que ça a donné. Mais il faut dire que l'accent n'a pas été mis sur le côté arbre dont vous parlez, le côté environnement, mais plutôt un tout. La belle preuve, j'ai fait que 2 textes sur tout ce qui est changement climatique et tout, et environnement. Mais tous les autres textes étaient, comme vous le savez si bien, des trucs vraiment politiques, engagés. Et c'est ça qui a valu ce que j'ai là aujourd'hui. Donc,
À l'arrivée, quel aura été le point de la participation du Bénin? Parce que vous n'êtes pas le seul représentant du Bénin à ce rendez-vous. Ouais. Nous sommes 3, mais j'étais le seul présent en Côte d'Ivoire. Et je peux dire que c'est une grande joie, c'est une satisfaction totale parce que, à part moi, il y avait la grande dame Carmen Toudonou qui a reçu un prix Mila du livre francophone pour son roman L'orgasme douloureux, paru aux éditions La Calita Édition, et aussi le prix de la critique littéraire francophone décerné au docteur Idrissou Zimé Yeriman, les deux que je salue au passage. Donc je peux dire que c'est une grande joie, c'est une satisfaction. Une belle expérience aussi. Une très très belle expérience, ça. Une très belle expérience, je peux vous l'assurer. Frobi, un mot pour finir. Juste dire que il faudrait que au Bénin, les choses puissent évoluer. Et surtout, quand on prend le slam et la poésie, il faudrait que les têtes qui représentent cet art puissent se comprendre, s'entendre et s'aider pour évoluer, pour amener leur art et le Bénin plus loin, au-delà des frontières. Frobi Amel, merci beaucoup. Merci et que vive l'amour. Que vive l'amour, félicitations. Merci. Bonne arrivée ou bienvenue chez vous. Et merci d'avoir représenté avec beaucoup de brillance le Bénin à ce rendez-vous d'Abidjan. Bonne journée. Merci, Paris. Mesdames et messieurs, on va faire maintenant un tour sur Internet. Voici Florence Bossa. Florence Bossa, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. C'est le rendez-vous hebdomadaire qui nous fait faire le tour des sujets sur Internet, sujets abordés par les internautes. On va questionner justement l'actualité là-bas et on s'imagine que les internautes se sont beaucoup intéressés au jubilé du footballeur togolais et même l'international togolais Emmanuel Cheyi Adebayor. C'est bien cela, Tanguy, mais avant, les internautes n'ont pas manqué de dire quelques mots au sujet du limogeage de Christelle Hundongo, la directrice administrative du parti Union progressiste Le Renouveau. Suivez plutôt. Amis d'Actu sur le net, bonjour et bienvenue dans votre rubrique des jeudis. Politique d'abord, avec cette annonce qui a fait le tour des réseaux sociaux. Christelle Hundongo Alioza, révoquée pour faute grave de son poste de directrice administrative du parti UP Le Renouveau. L'annonce est faite dans un communiqué publié le 28 octobre 2024 par le parti politique Union progressiste Le Renouveau. Elle aurait de manière unilatérale et sans autorisation du parti conclu un mémorandum d'accord engageant le parti envers le cabinet allemand Participe GmbH. Cette actualité a fait réagir beaucoup d'internautes comme s'ils l'attendaient. 2026 s'annonce très chargé. Les choses se précisent dans les formations politiques, surtout dites de la mouvance. Comme quoi, elle est relevée de ses fonctions pour faute grave. Pour des avertis, son avis sur le sujet tabou en leur sein au sujet du coup d'État manqué aurait résonné mal. Est-ce une libération? Le signal est donné. C'était prévisible. Son message de compassion et de soutien à l'endroit de Bokor lui a coûté cher. Elle ne peut pas être amie de deux personnes qui ne s'entendent plus. Mais elle est directrice, non? Pourquoi encore informer une tierce? À quoi sert alors le poste de directrice? Trois morts et 5 blessés graves samedi dans un accident de la route à Savès, c'est l'autre sujet qui a tenu en haleine les internautes. Un conducteur de voiture a perdu le contrôle du véhicule non loin du CEG3 de la ville et a percuté plusieurs conducteurs de moto avant de s'immobiliser.
Pour la plupart de ceux qui sont tombés sur cette information, leurs réactions se sont faites entendre. Paix aux âmes et prompte guérison aux blessés. Prudence sur nos voies, surtout que les fêtes de fin d'année s'approchent. Ce sont à ces genres de choses qu'on assiste à chaque fois qu'on est proche des fins d'année. Donc patience sur nos routes et prions beaucoup ces derniers temps. Condoléances à la famille éplorée. Le manque de contrôle technique et routier fait que des véhicules n'ont pas tous les équipements, mais ça ne leur dit rien. Pas de plaques triangulaires, pas de soulève-poids, et ils utilisent de grosses pierres et le pire, lorsqu'ils finissent, ils ne les dégagent pas de la chaussée. Ils les abandonnent et continuent leur chemin. Autre actualité, celle-là qui a remis une gloire africaine du football sous les projecteurs. Il s'agit du jubilé de fin de carrière de l'international togolais Emmanuel Cheyi Adebayor. Figure emblématique, Emmanuel Cheyi Adebayor reste une icône planétaire et cet événement qui a mobilisé des stars du football mondial l'a une fois de plus confirmé. Elles sont venues des 4 coins du monde, les uns pour soutenir leur ancien coéquipier, les autres pour témoigner leur amour à un ami, d'autres encore pour rehausser l'événement. Les festivités se sont étalées sur 3 jours. Ceci pour célébrer une carrière exceptionnelle, mais pour lancer le début d'une nouvelle aventure de consacrer essentiellement à la formation des jeunes. C'est d'ailleurs l'essentiel qu'on a pu lire sur sa page Inst et dans une adresse qu'il a faite sur TikTok à cette occasion. Merci aux autorités, amis et fans présents pour leur soutien indéfectible. Un immense merci au président togolais Son Excellence Faure Essozimar Yasingbe pour son soutien, ainsi qu'à Madame la ministre des Sports, au président de la Fédération togolaise de football et aux légendes du football qui étaient à mes côtés. Une mention spéciale à Son Excellence Claudia Zassou Nguesso qui a toujours été à mes côtés. Au peuple togolais, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Vous resterez dans mon cœur à jamais. Ensemble, nous continuons d'écrire l'histoire. Parlons cette fois-ci de la déculottée du Real Madrid face au FC Barcelone à l'occasion du 258e Classico. C'était le samedi dernier. Les Blaugrana n'ont pas fait de détails face aux Madrilènes désemparés sur la pelouse du Santiago Bernabéu par un score de 4-0. Après avoir répondu à l'ouverture du score, Robert Lewandowski s'offre son doublé. Rafinha et Lamine Yamal inscrivent le 3e et 4e but de la rencontre. Kylian Mbappé a connu une soirée difficile, loupant ainsi de nombreuses occasions dès la première période de jeu. Au lendemain de ce match spectaculaire, Lionel Messi a laissé un commentaire sous le post du FC Barcelone sur Instagram. « Quelle belle victoire !» a écrit la légende du club Blaugrana. Aujourd'hui, le Barça entre sur le terrain avec une forme impressionnante, avec des victoires convaincantes et un collectif plus soudé que jamais. L'équipe montre que cette saison, elle est à prendre très au sérieux. Les jeunes talents explosent, les piliers assurent l'équilibre et avec Hansi Flick aux commandes, le jeu n'a jamais été aussi ambitieux. Voilà, Tanguy, ainsi résumé l'avis des internautes sur les sujets qui ont occupé le débat sur la toile cette semaine. Il n'y a pas que des sujets qui ont intéressé les internautes. Et comme de tradition, on va voir un peu côté images et vidéos, ce qui a accroché leur attention. Elles sont des milliers, ces images et vidéos. Notre immersion a permis de sélectionner quelques-unes. Suivez plutôt. Après, mais toi, tu ne peux même pas payer. C'est toi qui bagarres dans la cour. Toi, tu payes. Toi, tu prends il y a quoi même? On ne peut même pas se reposer. Si tu veux te reposer, faut la crocodile. Faut la crocodile. Seigneur, je suis foutu. Christian, ne m'abandonne pas. Christian, c'est toi qui as payé ma dot. Oh Christian, je suis ta femme. Oh Christian.
À l'image de la polémique. C'est bien cela. Quand la vidéo est passée, les Ivoiriens ont beaucoup commenté cette vidéo sous prétexte que leur belle-sœur n'a pas été respectée. Vous avez suivi aussi les réactions? Oui, bon, enfin, je pense que parfois les internautes peuvent montrer qu'ils sont vraiment ennuyeux parce que je ne vois pas moyen et raison pour polémiquer justement sur cette image-là. Tant qu'il y a-tu sur le net, c'est dès l'essentiel à retenir. Florence Bossa, merci surtout pour cet exercice hebdomadaire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Vous avez un long week-end qui vous attend. Oui, ça commence tout à l'heure même. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'autre rubrique spécialement dédiée à la journée du jeudi sur Actu Matin. Voici Instant Noir. Ce matin, nous allons donc parler d'un sujet qui tient de l'actualité, l'aide juridique annoncée en tout cas par le gouvernement. Bientôt tous auront accès à la justice au Bénin, quel que soit le rang social qu'on occupe. Le gouvernement a fait l'annonce au titre des mesures normatives adoptées en Conseil des ministres la semaine écoulée. Le décret va permettre en tout cas de mettre en œuvre l'aide juridique. William Keka, bonjour. Bonjour. Pour en discuter ce matin, vous avez proposé de discuter au téléphone avec Dr Malik Falola, avocat au barreau, enseignant de droit privé à l'université d'Abomey-Calavi. Faut-il dire de façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs et d'autres natures. Bien sûr, c'est le cas à Tanguy. Et la terminologie change légèrement ici au Bénin parce que on parlera désormais d'aide juridique. Avant de tout comprendre là-dessus, au moins on a un modèle qu'on connaît très bien. Il s'agit de l'aide juridictionnelle en France. Et c'est pour en parler que nous avons au téléphone quelqu'un qui a fait un des barreaux français, le barreau de Seine-Saint-Denis. Il est avocat aujourd'hui au barreau du Bénin, enseignant de droit privé, comme vous l'avez présenté, Dr Malik Falola, que nous avons au téléphone. Dr Falola, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin pour parler de l'aide juridictionnelle du côté de la France. Qu'est-ce qu'on retient substantiellement de ce modèle d'assistance aux justiciables? L'aide juridique est accordée à tout citoyen, à toute personne physique qui a un dossier judiciaire ou juridictionnel en général pour assurer le paiement de ses frais de justice et des honoraires d'avocat. Et c'est pour l'assister à accéder à la justice. Et c'est un droit de l'homme qui fonde l'assistance à ceux qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens pour se faire payer les frais de justice et les honoraires d'avocat. Donc en réalité, c'est une façon que de trouver un avocat. Un soutien financier à tous ceux qui sont des justiciables pour que tout le monde ait un accès égal à la justice. Donc, en bref, c'est payer des avocats pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Les conditions, c'est qu'il suffit de résider au Bénin. Il n'y a pas que les nationaux qui puissent bénéficier de l'assistance à l'aide de l'assistance à la justice par l'aide juridique. C'est une aide juridictionnelle que vous soyez justiciable devant les juridictions administratives, les juridictions de l'ordre judiciaire. L'État doit apporter un soutien financier pour que vous puissiez se faire entendre devant la justice, accompagné d'un avocat. Voilà. Et la thèse, c'est qu'il suffit de résider sur le territoire, d'être en situation régulière,
parfois aussi, si vous n'êtes pas en situation régulière, l'État devait vous assister. Vous devez avoir un avocat commis d'office qui puisse vous assister en pleine audience et vous défendre durant toute la procédure. Donc l'aide juridictionnelle, c'est pour les nationaux et les étrangers. Il suffit de résider sur le territoire. Justement, on avait déjà les avocats commis d'office. Pour ceux qui n'en avaient pas, à quelle différence, ici sous nos cieux, l'aide juridique change quelque chose de nouveau? Parce que, vous le savez, peut-être pas au tout début de la procédure, mais quand la justice se rend compte qu'il n'y a personne pour vous défendre et qu'en face, vous avez une défense ou une partie demanderesse qui, à sa guise, a un conseil d'avocats. Habituellement, déjà, on avait les avocats commis d'office. L'aide juridique ou juridictionnelle, qu'on soit en droit français ou béninois, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de façon concrète? Bon, pour l'instant, nous sommes au début de la mise en place de l'aide juridictionnelle pour les Béninois. Et il y aura une petite différence entre l'aide juridique au Bénin et l'aide juridique en France. Mais en général, l'objectif de l'aide juridictionnelle, c'est que l'État apporte son concours à tout justiciable, son aide à tout justiciable. Donc, il n'y aura pas de grande différence parce que c'est au niveau du paiement de l'avocat qui a joué le rôle, qui a bénéficié au profit de son client de l'aide juridictionnelle que la différence va se manifester. Mais l'exercice de l'aide juridictionnelle, il n'y aura pas de différence, après tout, pour que l'État puisse mettre, puisque c'est un droit. Le droit, c'est un droit fondamental, c'est un droit humain. La mise en place, le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour un justiciable. C'est le montant à payer qui fera la différence. Et un État est plus riche qu'un autre, donc c'est l'État qui fixera le montant de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est les critères d'admission à l'aide juridictionnelle qu'il faudra élaborer d'un jour à l'autre et quelles seront les personnes qui seront éligibles à l'aide juridictionnelle. Quelles seront les personnes physiques éligibles à l'aide juridictionnelle. C'est par rapport au minimum vital. Par rapport au minimum vital de chaque pays. Donc, c'est l'État qui fixera le seuil des ressources minimales possibles que chaque résident, chaque national, chaque citoyen, chaque personne physique doit présenter après avoir justifié la résidence sur le territoire. Il va falloir maintenant démontrer qu'il est démuni afin qu'on puisse l'assister et lui affecter afin qu'il soit éligible à l'aide juridictionnelle. Pour vous qui êtes habitué aux pratiques dans les couloirs des juridictions, est-ce que vous avez comme impression que mettre en branle un mécanisme comme celui-là va permettre de vider substantiellement des dossiers en instance depuis des années pour défaut de conseils, pour défaut d'assistance juridique réelle avec un professionnel de droit comme les avocats à la clé? Mon expérience me permet de vous dire que il y en a qui n'ont pas d'assistants, qui ne bénéficient pas, qui n'ont pas les moyens pour se faire payer des honoraires d'avocats. Et que de ce facto, ils n'ont pas eu d'avocat pour aller se faire assister, qui puisse les assister à l'audience. Voilà. Et ils se défendent tout seuls. C'est déjà un préjudice pour les nationaux. Si l'État béninois a décidé de relever ce défi, nous encourageons l'État dans ce sens. Eh bien, docteur Falola, on va finir sur ces discussions autour de l'aide juridique ici au Bénin, appelée aide juridictionnelle. Si vous faisiez un peu de droit comparé et que vous deviez faire des propositions pour clore ces discussions, parce que nous attendons, le Conseil des ministres a acté, mais il faut attendre encore quelques petits jours pour que ce décret soit publié au journal officiel et ensuite qu'il entre en vigueur. Si vous aviez des propositions à faire, voyons le contexte béninois. Tout à l'heure, vous parliez suffisamment des personnes physiques. En France, par exemple, on sait que le modèle de l'aide juridictionnelle inclut les personnes morales, quand ce n'est pas devant le Conseil d'État et certaines juridictions. Quelles sont les pistes que vous proposeriez? Bon, il s'agit de proposer à l'État béninois
la mise en place, le processus, c'est que qu'on s'y met le plus rapidement possible pour que cette aide juridictionnelle puisse connaître le jour et que cela soit profitable à tous les Béninois. Merci, docteur Malik Falola. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous avez fait également le barreau de Seine-Saint-Denis en France, enseignant de droit privé. C'était Instant Droit à Tanguy ce matin sur Actu Matin. Docteur Malik Falola, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup. Oui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie d'Actu Matin. Je dois dire merci aussi à William Cliquant et à tout à l'heure pour nos moments de discussion. On va faire la pause maintenant. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Monsieur le Président, motion de procédure. Oui, nous devons avoir... Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solutions pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. La semaine du numérique, c'est l'événement incontournable des acteurs du secteur. Sous le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, la semaine du numérique vous donne rendez-vous du 4 au 8 novembre 2024 au Palais des Congrès et à la place de l'Amazone. Participez à des conférences, des masterclass thématiques et activités ludiques sur le gaming. Professionnels des médias, influenceurs et créateurs de contenu, ce rendez-vous est le vôtre. Retrouvez toute l'actualité de la semaine du numérique sur www.semainedunumérique.bj. La semaine du numérique, un événement du ministère du numérique et de la digitalisation.
La semaine du numérique, c'est l'événement incontournable des acteurs du secteur. Sous le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, la semaine du numérique vous donne rendez-vous du 4 au 8 novembre 2024 au Palais des Congrès et à la place de l'Amazone. Participez à des conférences, des masterclass thématiques et activités ludiques sur le gaming. Professionnels des médias, influenceurs et créateurs de contenu, ce rendez-vous est le vôtre. Retrouvez toute l'actualité de la semaine du numérique sur www.semainedunumérique.bj. La semaine du numérique, un événement du ministère du numérique et de la digitalisation. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. On va rattraper une vieille actualité. Cela fait 8 jours maintenant exactement que Louis Vlavonou, du haut de la tribune, notamment de l'Assemblée nationale, à l'occasion justement de l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année, la session dite budgétaire, a tenu un discours à la fois à l'endroit de ses collègues députés, mais aussi à l'endroit des populations du Bénin. On va décortiquer le message passé donc par la deuxième personnalité. C'est bien cela, hein, William? Bonjour à nouveau. Bonjour. C'est bien cela. Hein, depuis 2019, ce n'est plus le cas. Depuis qu'on a révisé la Constitution, on se perd bien. La vice-présidente est désormais la deuxième personnalité. D'accord. Sinon, on n'a plus notre nord, vraiment là où il se trouvait avant 2019. En tout cas, merci beaucoup pour le coup de main. Je peux oser évoquer un rang. Hein. Franck, bonjour. Bonjour. Et Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Qu'est-ce que vous avez pu retenir du discours de Louis Vlavonou? Je pense que l'homme a saisi l'occasion pour parler de la paix, pour sensibiliser ses collègues députés sur le fait que, face à cette actualité relative à la tentative de coup d'État, de laisser la justice faire son travail. Pour ma part, je pense que Louis Vlavonou, dans ses discours, il a toujours fait référence à la Bible. Il a toujours montré ce côté chrétien catholique qui le caractérise. Il a toujours cité les grands penseurs dans ses discours, surtout à l'occasion des activités solennelles. Il ne manque pas justement de citer quelques citations, excusez-moi la répétition et tout. Et donc, pour l'avoir entendu, je pense qu'il est resté égal à lui-même dans sa façon de livrer ses discours. Maintenant, dans le fond, je pense qu'il a donné un bon contexte parce que dans ce que il pense que nous traversons dans ce pays, c'est le moment, une fois encore, d'unir les Béninois. C'est le moment de parler paix, de parler amour. Je pense que là-dessus, il a davantage insisté sur le mot amour. Et est-ce qu'on en a besoin? Oui, nous en avons besoin. Parce que quand dans un pays, on traverse des situations un peu comme ce que nous vivons, la logique voudrait que tout le monde parle d'une même voix, que tout le monde essaye quand même de voir les choses dans une forme d'unicité, n'est-ce pas, pour que la situation ne se complique pas pour les uns et les autres. Je pense qu'il est resté dans cette logique-là. Pour moi, si Louis Vlavonou ne prononçait pas ce discours, avec ses phrases, avec ses mots, avec ce contexte,
C'était ça ce qui allait m'étonner. Je pense que il a donné un sens à partir de ce que le Bénin traverse, n'est-ce pas, à travers ses mots, à travers ce qu'il pense. Donc, ce qui m'étonne plutôt, c'est la réaction de l'honorable Éric Rondeté, et je pense qu'on va y revenir là-dessus. Franck. J'ai écouté un discours dans un ton auquel on nous a habitués depuis l'ouverture ou l'installation de cette législature, beaucoup de théologie, de religion, beaucoup de philosophie, comme il en a d'ailleurs l'habitude. Louis-Yves Lavonou n'a pas changé d'un iota. Il a souvent fait appel à son bagage livresque lorsqu'il prononce ses discours. Ce que j'ai retenu, les phrases qui ont retenu mon attention, c'est là où il a parlé plutôt de la reine qui serait partout, la reine entre Béninois, la reine qui serait dans l'air, ainsi de suite. Je pense que dans le discours également, il est revenu sur les grandes lignes du budget, où il a parlé de la croissance attendue en 2025. Il a parlé également du montant du budget et du rôle attendu de la représentation nationale dont il est le président. Et il a invité ensuite à cultiver l'amour pour contrer la reine. À mon avis, le président de l'Assemblée nationale a peut-être, en voulant apaiser, fait un peu peur, à mon avis. Parce que lorsque vous parlez de la reine qui serait partout, je ne sais pas dans quelle sphère il a fait son sondage. Je ne sais pas si c'est seulement pour les faits de coup d'État ou d'atteinte présumée atteinte à la sûreté de l'État qui l'ont amené à faire cette caricature-là pour parler de la reine qui serait partout. Je ne sais pas si c'est exactement ce sur quoi il s'est basé. Mais pour moi, les Béninois ne sont pas des gens qui produisent la reine. C'est une situation ponctuelle qui sera réglée. On a connu par le passé des situations bien difficiles, à mon avis, et nous nous en sommes sortis. Qu'on parle de reine un peu partout, je crois que c'est discutable, mais le plus important pour moi, c'est qu'on a eu dans ce discours les précisions sur le budget et sur à quoi on doit s'attendre. J'ai pu retenir par exemple qu'on a parlé de performance, voilà, j'y arrive, attendue dans le secteur agricole, dans le tourisme. On a parlé également de l'expansion du tissu industriel. Cela voudra dire qu'en 2025, nous aurons des points qui seront mis sur ces secteurs-là, mais également au niveau de notre port. Il y aura des efforts qui seront fournis pour rendre davantage notre port compétitif. C'est important et je crois que on reviendra dans le fond sur les réactions que ce discours a pu susciter. Ulrich. Je suis avec grand intérêt le discours du président de l'Assemblée nationale et il faut dire que il a peint la situation que traverse le Bénin actuellement. Là, on n'a pas vu une situation qui est juste relative à l'Assemblée nationale. On a vu une situation nationale. Et j'ai entendu beaucoup de mots. On a parlé de la paix, on a parlé de la cohésion, et on a aussi parlé de la haine. Et une haine carrément viscérale, telle que le président a caricaturé la situation. Et on sent qu'effectivement, à travers le diagnostic ou le tableau peint par, je ne dirais pas la deuxième personnalité, mais la désormais troisième personnalité du pays. Voilà. Donc, à travers le tableau peint par le président Vlavonou, on sent qu'effectivement, il y a mal donne dans la cité. Il y a un problème de cohésion sociale. Et quand j'entends le président Vlavonou, je suis tenté, et quand je l'ai entendu, j'ai écouté aussi les réactions des autres députés, beaucoup l'ont apprécié, ont apprécié la profondeur ou du moins la véracité des informations qui sont sorties, et d'autres sont allés à l'antipode de cette version, chacun libre de faire son commentaire. Et c'est ça justement la liberté de parole. Mais quand moi j'écoute tout ça, moi en tant que journaliste, je me pose une seule question. Est-ce que le président Vlavonou est sincère avec lui-même? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et pourquoi je me pose cette question? Quand on parle de paix,
le président, paix à son âme, Houphouët-Boigny disait, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Si vous voulez la paix et que dans le même temps, on sait qu'il y a des lois chrysogènes qui sont votées pendant que la société civile dit, attention, ne le faites pas, ce que vous allez faire va créer des problèmes après. Et que dans le même temps, on vote cette loi, on force cette loi, elle passe. Au finish, on vient dire qu'il faut la paix. Attention, ne mettons pas des mots là où nous, soi-même, on n'a pas encore dit l'action qu'il faut. La paix n'est pas un mot. La paix, c'est un comportement. Ce n'est que pas que ça. Aujourd'hui, quand j'ai entendu Éric Mundete, qui a parlé de beaucoup de choses, je ne veux pas parler de ce chômage dont il a parlé, mais quand je l'écoute, je me dis, on peut, à raison ou à tort, lui en vouloir pour ce qu'il a dit, mais ce qu'il dit n'est pas dénué de fondement. Qu'on le veuille ou non, il a dit certaines réalités. Parce que nous, au Parlement, on sait, ces dernières années, les lois qui ont été votées, et on a senti, on a compris, on a vu que ces lois ont toujours causé souvent des tumultes au sein du pays. Mais ces tumultes finissent toujours par s'estomper d'une certaine manière. À toutes les lois, vous allez exagérer. Il n'y a que le code électoral. Il y a encore le code électoral est encore en instance. Il n'y a que le code électoral qui est reconnaissons que le débat est encore en instance. Ce qui veut dire qu'il y a une crise par rapport à une loi votée par le Parlement. Et si on veut véritablement qu'il y ait la paix, il faut qu'on fasse en sorte que toutes les intelligences du pays contribuent à certaines choses. Vous n'êtes pas savoir, on connaît les origines, on sait comment ça a commencé. Et d'ailleurs, la société civile a insisté là-dessus. Attention, cette loi que vous voulez voter, faites attention à ça. Participez, faites participer toutes les intelligences afin que cette loi soit vraiment nationale, qu'elle soit acceptée de la majorité des personnes. Ça n'a pas été fait. Vous avez revu la solution. Jusqu'à présent, on en parle. Une loi votée depuis plusieurs mois, on en parle encore. Et on va encore en parler. Donc, si on veut vraiment la paix, il faut poser les actes de paix. C'est une loi d'actualité, puisqu'elle va s'appliquer à une actualité qui est à venir, notamment les élections générales. Alors, j'ai reçu un message qui montre que les gens nous suivent. Il y a un syndicaliste qui m'a rappelé qu'il n'y a pas que le code électoral qui pose problème. Il y a le test sur la loi sur l'embauche. Voilà. William, réaction par rapport à la loi sur le numérique. Voilà, la loi sur le numérique. Encore que là-dessus, je pense qu'il y a une confusion que nous entretenons, nous les journalistes. Dès lors que vous êtes journaliste, que vous avez votre carte de presse, en principe, un juge normal et bien équilibré devrait plus chercher à vous appliquer notamment la loi sur le code du numérique. Il faut savoir si les juges sont laissés normaux. Ah non, moi je ne sais pas. Moi j'ai si vous êtes journaliste et que vous avez votre carte de presse, que vous avez publié dans un organe de presse à papier, ou que vous êtes publié sur Internet, normalement vous prouvez votre qualité de journaliste et c'est le code de l'information, de la communication qui s'applique à verdict des dernières décisions des juridictions béninoises. Ce ne sont pas d'eux. C'est la criette sur des cas de gens détenant la carte de presse. Bon, voilà, là-dessus, voilà, je pense que vous avez quelque part. Voilà, donc là-dessus, quand le juge choisit la loi qui lui convient avec des lois élastiquement tirables et tirables. William, c'est pas le sujet de nos débats. Justement, après ça, je vois déjà prendre votre envol. Vous avez atterrissé. Vous avez ouvert la parenthèse vous-même. Voilà, donc c'est une boîte de Pandore. Permettez que je la vide. Oui, allez-y. Théodore Olo résume la démocratie en 2 mots. La paix et le pain. Ça fait 4 mots. Sinon, le et aussi, ça fait 5. Bon. Paix. Sinon, on paix. Voilà. Et dans paix, il inclut liberté. Donc, que le patron de la citadelle de la démocratie, comme Joe Biden appelle le Parlement, parle de paix, c'est tout normal. C'est ça le rôle. Qu'il parle de pain aussi, des performances agricoles à venir, budget en hausse 11%, bravo. Maintenant, dans le fond, on connaît Louis Blavonneau avec ses envolées philosophiques, théologiques et tout. Mais parfois, ce n'est pas le bon endroit pour passer certains messages. Parce qu'on avait besoin de l'écouter. Vous avez fait le tour. Parler de l'endroit, le contenu du texte d'abord. Oui, le texte parle beaucoup plus de haine, de Saint Paul, de l'apôtre Paul qui rappelle l'amour et ses facultés en tant que fruit de l'esprit. Ça, dimanche, on devrait l'écouter à l'église.
pas au père choix. Bon, même si c'est pas l'évangile prévu, c'est pas au père choix. Ça viendra. C'est pas au père choix. Là, l'église, ça vient toujours. Que, voilà, parce qu'on finit par dire ça, ne serait-ce que le jour de Pentecôte, les fruits de l'esprit à l'église. Donc, écoutez, ce n'est pas au père choix que il faut que le président de l'Assemblée nationale nous parle de la haine. Et de quelle haine parlons-nous? Bon, vous savez, je ne suis pas de ceux qui pensent que le Bénin traverse quelque chose. La galaxie Talon est en ébullition. Après s'être entendus longtemps au pouvoir, aujourd'hui ils ne s'entendent pas, c'est le fort de tous les pouvoirs en déclin. Ils vont se manger, se tirailler entre eux quelque temps. Le temps de se revoir et de s'entendre parce qu'ils voudront conserver le pouvoir face à une opposition qui pourrait être candidate. Donc ce sont des bruits de bottes dans les casernes du pouvoir Talon. Ça a une conséquence naturelle sur l'environnement politique et par ricochet sur le quotidien des Béninois. On en parle, mais pour moi, c'est pas comme si tout le peuple béninois traverse une situation. Entre eux, ils se mangent les bottes, ils se mangent les talons et les chevilles, si vous voulez. Et donc, pour ça, dire que les Béninois sont haineux de ce fait, peut-être entre la galaxie, dans l'antre du pouvoir Talon, la haine s'est introduite, et Eric Ounete faisait allusion au Parlement peut-être. Entre eux, peut-être il y a de la haine, ou entre des gens, ils se sont déclarés la guerre et la haine. Donc, je ne sais pas combien de Béninois comme eux se sont déclarés la guerre, sinon on se contente, à défaut de manger 2 fois par jour, on se contente au moins, peuple communautaire que nous sommes, d'entretenir la chaleur sociale qu'on nous connaît dans nos différentes cultures. Je pense que là où le président de l'Assemblée nationale a floppé, selon moi, c'est que sur d'autant l'attente que les Béninois ont à écouter. C'est l'avant-dernière session virage pour le code électoral. C'est-à-dire, si dans la session budgétaire, des 17 points qui sont inscrits aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le code électoral en vue, si à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année prochaine, on ne parle pas de code électoral, selon les dispositions communautaires, théoriquement, si vraiment en janvier on doit aller aux urnes pour les élections législatives, on ne pourra presque pas toucher. Oui, peut-être en session extraordinaire. Oui, peut-être en session extraordinaire. La session ordinaire, c'est autour du mois d'avril. Oui, peut-être en session extraordinaire. Oui. Sinon, quand on va amorcer octobre, novembre, attention, ça sera extrêmement compliqué. Donc, de façon statutaire, il n'y a que la session ordinaire. Vous auriez préféré que Louis Lavonu parle du code électoral? Oui, parce que les appels sont incessants entre les sessions extraordinaires ou même la session ordinaire et la session budgétaire qui est en place aujourd'hui. Vous avez vu des questions préjudiciables qui sont au point, qui sont à l'ordre du jour de la session budgétaire, bien qu'elle soit essentiellement budgétaire. Pour moi, si on avait hissé des questions comme le code électoral pouvant compromettre la paix, parce que je trouve que dans ce fameux code, il y a des verrous. Il y a des choses qui problèment. Et au nom de ça, justement, je finis là, Louis Lavonu, sa lecture ne lui fait pas voir la haine dans ce code électoral, ne lui fait pas voir des éléments chrysogènes dans ce code électoral. C'est peut-être ailleurs que lui voit la haine. Je pense que c'est dans ce code qu'il faut prêcher Saint-Paul, dans ce code électoral qu'il faut mettre l'amour. Franck, c'était vraiment l'endroit où William disait qu'il est en train de disputer la place des pasteurs avec les pasteurs, qui n'a qu'à laisser le rôle là à nos animateurs des églises de dimanche. Chaque Béninois pris individuellement est un acteur de paix. Il avait une tribune, il était à une tribune où en face de lui, il avait le corps diplomatique accrédité au Bénin, il avait les chefs les patrons des autres institutions. Mais ils sont venus pour écouter la paix? Oui, tout le monde, comme je l'ai dit, est un acteur de paix. Si vous pouvez avoir des éléments... Est-ce que la tribune, là, c'était la tribune appropriée devant les diplomates, devant les corps constitués, comme vous dites, devant les autres présidents d'institutions, c'était la tribune pour parler de paix? Oui, tous les endroits sont bons pour parler de paix. Il avait en face ses collègues députés qui ont derrière eux des militants, qui ont des populations derrière eux. Si le discours passait, si les éléments qu'il a employés, qu'il a emprunté, disons, à sa connaissance, à tout ce qu'il a lu dans les livres, dans la Bible, si ça passe bien et qu'il arrive à toucher le cœur de ses collègues députés, c'est que ses collègues députés iront répercuter cela au niveau de la base. C'est tant mieux. Et donc, la tribune, même si vous êtes dans un cachot à la prison, même si vous êtes en détention, vous pouvez parler de paix, tant mieux si vous pouvez toucher des cœurs. Et donc la tribune, pour moi, ça ne pose aucun problème. Le contenu, et comme l'a dit William, moi je ne pense pas
que l'environnement béninois soit infesté de rennes partout. Parce que moi, les propos de Vlavono, ça m'inquiète pour savoir que, bon, à Kérou, il y a des gens qui ne pensent pas à cette affaire de tentative de coup d'État, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils ne veulent que leur pain quotidien et ils vaquent à leurs occupations. C'est un problème qui est arrivé, comme je l'ai dit, auquel nous allons trouver peut-être une solution grâce au travail de la justice. Mais le contenu du test, les gens auraient voulu qu'on nous dise réellement ce que l'exécution du budget qui est en train de finir, ce que ça a donné, à quoi devons nous attendre en 2025. C'est vrai, on a parlé de performance, mais tout ça, par exemple, ce sont des chiffres, ce sont des mots qui ont été avancés. Tout ce qu'on a promis en 2024, est-ce que nous avons pu faire une marche qui nous a permis de régler certains problèmes? C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, la tribune, le contenu, c'est vrai, c'est propre à Louis Vlavono, on ne peut pas lui en vouloir. Et parlant de loi sur ce point, moi je me dis, il n'y a aucune loi dans ce monde qui a été votée, qui a été adoptée, qui ait fait l'unanimité. La loi sur le code électoral, ça continue de susciter des réactions, ça va continuer peut-être dans le temps. Nous allons l'expérimenter en 2026, prouver cette disposition, cette nationale juridique pour voir à quoi est-ce qu'on peut s'en tenir. Et donc pour les lois, c'est pas... aucune loi ne fait l'unanimité. Si vous allez interroger les mouvanciers, il y a même des lois sur lesquelles, des dispositions sur lesquelles ils ne s'accordent pas. Ils se disent, ben, on aurait une pu faire mais puisque c'est l'unanimité, c'est... l'ensemble du Parlement. La majorité mécanique. Oui, bon, la majorité, enfin, quand une loi est adoptée, on dit c'est une loi votée par le Parlement. On ne dira pas que ce sont les députés de la mouvance ou c'est 10 députés de la mouvance plus 5 de l'opposition. On dira c'est une loi votée par l'Assemblée nationale. Donc c'est un travail collégial et ça ne fera jamais l'unanimité. Les gens auraient voulu peut-être que la loi sur l'embauche on retire 2 ou 3 articles, qu'on ajoute encore d'autres dispositions, mais ça n'a jamais été le cas jusqu'à son adoption. Donc, on se plie à cela. Maintenant, c'est la façon dont nous pouvons nous remettre en cause pour régler, pour extirper de ces lois des dispositions qui nous divisent davantage ou les revoir pour trouver le juste milieu et s'entendre sur le minimum pour aller à leur application. C'est ça qui est le plus important. Louis Vlavono, c'est comme ça il est, mais on aurait voulu un autre discours plutôt que de parler de Rennes. Vous savez, un discours est avant tout personnel. Et il n'y a pas une règle qui pourrait amener quelqu'un à choisir des mots ou des thématiques. Voilà. On y met ce qu'on pense ou ce qu'on souhaite partager avec une assistance. Si vous demandez à des millions de Béninois ce qu'ils auraient aimé entendre ou lire dans le discours du président, vous aurez plusieurs réponses. On a partagé l'avis d'un citoyen qui voudrait qu'on parle de la loi sur l'embauche. Bien d'autres citoyens vous diront ce qu'ils veulent. Et in fine, on ne peut pas mettre tous les avis ou les souhaits des uns et des autres dans un discours. Ça va être trop long. Je pense que pour l'essentiel, l'homme a estimé que pour lui, à ce moment précis, le contexte que nous partageons, voilà les éléments sur lesquels je voudrais entretenir mes collègues députés. Mais au-delà, moi je pense que si dans notre vie, dans notre vivre ensemble, parler de la paix ne va pas nuire, alors autant, n'est-ce pas, estimer que nous en avons besoin d'une façon ou d'une autre. Je pense aussi que le président, quand on me demande par exemple de parler de Tanguy, je ne peux pas parler de Tanguy sans noter qu'il a un appétit pour les belles phrases, pour la littérature. C'est intrinsèque à lui, ça le caractérise. Et donc, moi, j'ai jamais entendu un discours du président Louis Vlavono où il n'a pas fait référence à l'amour, à la paix, à la Bible, où il n'a pas cité même une pensée philosophique ou un auteur. C'est très rare. Et donc, ça ne devrait pas étonner même ses collègues députés de voir Louis Vlavono dans ce registre. Bon, comme ils disent qu'ils ne sont pas venus écouter la paix ou tout, mais
si il fouille dans ce que lui, Vlavonou a lu comme discours par le passé, ils verront toujours que le monsieur est toujours resté collé à ce qui peut nous permettre de rester dans notre cohésion nationale, dans notre vivre ensemble. Il a toujours prêché ce genre d'évangile partout. Parfois même, on peut lui reprocher d'en abuser. Voilà. On peut lui reprocher d'en abuser. C'est sa façon de voir les choses, c'est sa façon de faire. Les grands sujets et de William, la question c'est sur la tribune. Est-ce que c'était l'endroit idéal? Oui, il n'y a pas un endroit pour ne pas parler de la paix. La tribune, elle est appropriée. Mais écoutez, là, on attend beaucoup plus des questions politiques parce que nous sommes, les gens disent que c'est le haut lieu de la politique. Je ne sais pas si c'est vrai, mais nous sommes à une instance où le Bénin est représenté en miniature par ceux à qui, par démocratie représentative, nous avons confié le temps de 3 ans et quelques mois. Nous leur avons donné procuration pour décider en notre nom. C'est pour ça que nous soyons d'accord avec le code électoral ou pas, ils nous l'imposent par leur majorité mécanique que nous leur avons accordée aux législatives du 8 janvier 2023. Au nom de ça, quand on vient à cette tribune, les questions politiques qui occupent notre vie, notre vivre ensemble, ici, pour moi, sont celles sur lesquelles j'attends le plus Louis Vlavonou. L'année prochaine sera la dernière année d'exercice du Parlement. J'ai parlé exécutif. Louis Vlavonou pourrait nous dire à quoi nous pourrions nous attendre en 2025 du point de vue du programme de législature pour que la 9e législature marque d'une pierre blanche son passage dans l'histoire de ce pays. Il y a même le code pénal. Les droits de l'homiste vous diront qu'il y a des dispositions là-dedans qu'on voudrait voir révisées. On a parlé de code du numérique, même la HAC. Nous, dans le budget, on n'a pas vu les fameuses réformes annoncées par Patrice Talon, annoncées en grande pompe pour la venue de locaux, pour les très optimistes, je ne faisais pas partie d'eux, et un certain nombre de choses. Vous avez déjà parcouru tout le budget. Mais il y a la loi, je n'ai pas parcouru le budget, mais les intentions déclinées dans la loi des finances qui va sur la table des budgets. Je viens à votre secours, il n'y a aucune disposition réservée aux journalistes dans cette affaire. Franck voulait vous taquiner, oui. Oui, effectivement, la tribune, elle était indiquée parce qu'il n'y a pas effectivement nulle part où on ne peut parler de paix. Vous le dites par conviction, vous le dites parce que vous y croyez. Et je pense que non seulement c'était l'endroit idéal, mais on était également nous sommes encore dans une situation ou dans des circonstances où il faut véritablement parler de paix. Des circonstances qui ont pour image la violence verbale qui prend aujourd'hui de l'ampleur entre les fils et filles de ce pays, parce qu'aujourd'hui, quand vous observez ne serait-ce que les échanges, quand vous observez les échanges, à gauche, à droite, vous constatez que le Béninois a participé à la rédaction. Non, même pas. J'aurais corrigé certaines choses si c'était le cas. Donc, quand vous prenez par exemple les échanges, le Béninois que je connaissais aimait beaucoup plus échanger par plutôt des convictions d'idées. Mais de plus en plus, on sent beaucoup plus des injures, on sent beaucoup plus des taquineries qui ne font pas bon enfant. Et quand on commence par atteindre la violence verbale, il faut craindre. Et je pense que cette tribune et les circonstances dans lesquelles ce discours a été tenu s'y prêtait réellement. Il faut véritablement parler de paix, de cohésion sociale. Et si éventuellement il y a haine, comme le dit le président Vlavonou, je pense qu'il faut aller cibler là où se situe la haine et commencer par injecter des jets de paix, d'amour, justement là à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'entame de mes propos si le président Vlavonou est vraiment sincère dans son discours. Parce que s'il y a haine, il faut que le Parlement commence par injecter l'amour dans son travail. Allez, dernier tour de table, on va évoquer la réaction de l'opposition à travers justement Éric Konété. La réaction était très cinglante, Éric, vous l'avez lu. Votre mot a lâché quelques phrases. Oui, je pense aussi. À l'adresse de son président. Il trouvait que le président était passé à côté.
de son discours, et moi je trouve que c'est plutôt lui qui est passé à côté dans son appréciation de ce discours. Pour moi, ce n'est pas partout il faut jouer à l'opposant ou à l'opposition. Il y a des moments où... Quels sont les endroits précis où on peut jouer l'opposition? Vous savez, c'est le président d'une institution qui a présenté le discours. Voyez-vous, parce que au même moment, nous avons vu d'autres députés du Parti Les Démocrates qui ont estimé que le président, n'est-ce pas, comment on dit, les a conviés, n'est-ce pas, à faire preuve de paix, les a conviés, les a entretenus, n'est-ce pas. Donc le beau jeu démocratique, en réalité, la liberté d'opinion. Je suis absolument d'accord. Mais en quoi parler paix va, comment on dit, offusquer des gens? Je ne sais pas. En quoi parler paix serait un problème pour d'autres personnes. Et quand aux États-Unis, Trump a été victime d'une tentative d'assassinat, vous avez vu, même des gens qui détestent ou qui n'apprécient pas du tout Trump ont saisi cette occasion pour condamner, pour estimer que la violence n'a pas sa place, n'est-ce pas, dans leur société. Qu'on soit républicain, démocrate ou je sais tout ce que vous voulez, il y a des moments où on s'accorde sur l'essentiel. N'est-ce pas? Et moi, j'aurais aimé voir Éric Rondeté dans cette logique. J'ai entendu notre député de l'opposition qui a estimé que Louis Vavonu doit aller au-delà de son discours, parce qu'au niveau du Parti des démocrates, ils ont toujours demandé à aller vers un dialogue politique national. En plus d'avoir prêché l'évangile de l'amour, de la paix, s'il pouvait peser aussi de tout son poids pour que, avec le chef de l'État, ce dialogue qui a toujours été demandé soit une réalité, ça va être encore plus intéressant. Moi, voilà ce que j'ai apprécié comme réaction. Oui, Franck. J'ai vu Éric Rondeté se comporter en professeur. J'ai eu l'impression qu'après avoir terminé son discours, Louis Vavonu lui a transmis une copie. Il attendait au carrefour. Il attendait au carrefour, sur laquelle il a veillé, il a pris surtout son temps pour relever, disons, des points qui ne lui plaisaient pas. J'ai vu Éric Rondeté en donnant de leçons au président de l'Assemblée nationale. C'est libre à lui d'apprécier comme il veut. Comme on l'a dit autour de cette table, on ne peut pas attendre d'un discours qu'il aborde tous les aspects que l'on veut. Mais ce qui me dérange un peu dans l'appréciation d'Éric Rondeté, vous savez, il y a eu des sujets très importants. Donc, par exemple, cette affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Connaissant son verbe, son engagement pour ce pays, on n'a jamais eu la réaction de quelqu'un comme Éric Rondeté. Moi, ça a été... Oui, mais son parti s'est prononcé. Ils ont laissé 2 secondes, je vais me relancer. Et son parti a quand même diffusé un communiqué, je crois, 2 ou 3 jours après l'intervention de l'actualité, un peu comme d'autres partis politiques. On a vu quand même l'UPR aussi. 2 jours après? Oui, 2 ou 3 jours après, je crois. Oui. C'est venu quand même un peu tard. Sinon, il y a un chronogramme. J'ai juste souvenance qu'on avait évoqué ici sur ce plateau. Exactement comme le comme l'UPR qui a beaucoup de ténors, Franck, qui ne se sont pas prononcés, qui se sont contentés d'un communiqué. Les démocrates aussi. Pour le parti, le plus grand parti d'opposition de pays, ce n'est pas à Guy Mutokpe qu'on devait remettre cette déclaration pour nous. Et l'UPR a fait un communiqué. Quel est le poste de Guy Mutokpe au sein du Parti démocrate? Ah, d'accord. Avant d'entrer sur ce plateau, vous avez dit que vous avez le plateau le plus démocratique. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous laissez les deux là m'empêcher. Non, qui parle de loi chrysogène. On a juste posé la question. Si on leur donnait la place, il ne permettrait pas la question est toute simple. Guy Mutokpe occupe quel poste au sein du Parti Les Démocrates? C'est moi qui pose les questions. La question est depuis quand tu poses des questions? 2 secondes. On pose des questions. Et il insiste. Vous avez dit que
Eric, de son expérience et de son parcours, devrait se prononcer. Et je vous ai rappelé que l'UPS c'est quand même le plus grand parti du Bénin et qu'eux-mêmes, à leur niveau, se sont contentés de communiquer exactement comme le parti Les Démocrates. En quoi est-ce que ça vous embête? Non, j'avais fini. D'accord. Oui, allez-y. Non, en fait, vous l'avez déstabilisé. Il faut faire un déstabilisé. Il s'est déstabilisé. Non, vous avez fini. Non, Franck, vous avez fini. Il y a Eric qui m'a relancé. Non, bon, là, on le laisse parler alors. Non, il va jusqu'au 8h58. Oui, très rapidement, pour préciser que la réaction de Rondeté, c'est du Rondeté tout pur. Ça, c'est clair. On a toujours vu Rondeté sur ses grands chevaux. Il est toujours à l'antipode de tout ce qui se dit. Et pour montrer qu'il est bon, il incarnait l'image, c'était le chef de file de l'opposition, il est toujours resté dans cette image-là, et qu'on voit Rondeté critiquer, c'est de son droit, il est libre de critiquer. Oui, mais un peu d'égard, je lis ses propos rapidement. Oui, je l'ai perdu rapidement. Lui qui parle de cours philosophiques, je suis convaincu qu'on a fait du copier-coller, on est allé sur Wikipédia ou sur Google ou bien on a copié le texte. C'est justement la raison pour laquelle je dis que c'est du Rondeté tout pur, c'est du Rondeté tout craché. Rondeté est toujours resté dans cette image qui, en fait, dans la caricature de cette image qui montre que ce qui est en face n'est jamais bon. Donc, il cherche toujours, même quand vous lui donnez un discours tout fait, et très bien fait d'ailleurs, il va trouver ce qu'il faut dire parce que lui se retrouve dans sa qualité d'opposant et dire que tout est bon. Le discours du président était très bien fait, c'est ça? Voilà. C'est une question que je lui Non, on a vu un président de l'Assemblée nationale dont le bilan a été rejeté, dont le rapport a été rejeté. Et il a dit, d'ailleurs, officiellement dit, je sais que moi, mon rapport est bon et il est d'ailleurs très bon même. Donc, Rondeté est libre de ses propos et il répond de ses commentaires. William. C'est pas parce que c'est Talon qui a dit un discours que si c'est mauvais, il ne faut pas le dire. Et Rondeté, il fait près de 20 ans d'opposition. C'est comme si dans sa tête, il n'a que les mots pour peindre en noir. Et quand vous écoutez sa réaction sur la plupart des sujets d'actualité, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais aller jusqu'à dire que c'est du copier-coller et tout ça, bon, c'est de la caricature, c'est bon pour l'opposant qui s'oppose, il est dans son rôle, mais pour quand même pour un peu d'élégance dans la critique, je proposerais qu'il retire. Mais comme lui, peut-être, c'est légitime de s'ennuyer devant un discours comme celui-là. Quand il dit qu'il s'ennuie, je ne lui en veux pas. C'est de son droit de prendre du plaisir à écouter de la religion que de la politique au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais c'est bizarre de s'ennuyer et de retenir des mots de ces discours. Justement, c'est pour dire que ça, justement, ça c'est le rôle de l'opposant. C'est pour tout mettre de son côté et dévaliser l'autre en face. En vrai, c'est maintenant, en fait, dans le fond, il y a une chose. Que les gens tirent le drap de leur côté ou non, c'est la norme, c'est le jeu démocratique. Chacun verra. Écoutez, même si Vlavolou ne disait rien, vous allez voir des députés de la mouvance dire que non, même son silence était un message. Même si Vlavolou parlait du code électoral. Merci beaucoup à vous, que l'opposition dit merci, cher monsieur. On n'est pas allé dans le fond. Merci d'avoir contribué à cette discussion. Non, vous avez eu le temps. Moi, je vous ai accordé le temps de réponse. Vous avez décliné l'offre. Vous l'avez découragé. Non, personne n'a découragé que ce soit. Il y a eu ce débat spécifiquement pour lui. Il y a eu des moments où vous avez interrompu aussi les autres. C'est eux. Non mais moi je vous ai pas. Je ne vous ai plus interrompu. Je m'étais tu au moins porte. J'ai cultivé l'amour et non l'amour et non la haine. L'amour et la paix. La paix. C'est bon. C'est bon. Ça peut aller. Oui. D'accord. Bonne journée à vous tous. Merci. Bon week-end. Pensez aux défunts de vos familles après demain. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Ce fut une semaine assez difficile. Je vous souhaite de profiter de votre week-end assez long qui s'annonce à partir d'aujourd'hui, ce soir notamment. Mais d'ici à là, vous restez devant Canal 3 Bénin, vous profitez des programmes assez intéressants et diversifiés de votre chaîne préférée. Juste après moi, la revue de presse. Portez-vous bien. La semaine du numérique, c'est l'événement incontournable des acteurs du secteur.
Sous le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, la semaine du numérique vous donne rendez-vous du 4 au 8 novembre 2024 au Palais des Congrès et à la place de l'Amazone. Participez à des conférences, des masterclass thématiques et activités ludiques sur le gaming. Professionnels des médias, influenceurs et créateurs de contenu, ce rendez-vous est le vôtre. Retrouvez toute l'actualité de la semaine du numérique sur www.semainedunumérique.bj. La semaine du numérique, un événement du ministère du numérique et de la digitalisation. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.